Ok, on va y aller alors. Donc, bienvenue sur le premier webinaire de l'Impact Social Club qu'on fait en partenariat avec le Sunny Side of the Dock et avec Filmpact. Et on est très heureux de ces partenariats. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, l'Impact Social Club, c'est le think tank de l'impact en France. Il a été créé par des producteurs d'impact pour développer la discipline en France et dans les pays francophones, et puis pour réunir tous les professionnels de l'audiovisuel qui s'y intéressent ou qui sont déjà actifs. Je voudrais en profiter pour remercier les pionnières et pionniers de l'impact francophone qui nous ont d'ores et déjà rejoints et qui sont les membres fondateurs du CA de l'Impact Social Club. Valérie Montmartin, ici présente, Anne Georget et Christine Cantu qui sont du FIPADOC, qui sont les fées qui se sont penchées sur notre berceau puisqu'on a créé l'Impact Social Club à Biarritz. Laura Longobardi du FIFDH, Jean-François Canieri, Raphaël Percher d'Eco Studio, Mélanie Simon-Franza de la Grande Distrib, Estelle Robin-Liu, les films du Balibari, Philippe Elus de DRH Distribution, Mathieu Mollard de Street Press et Jonas Parienté de Chai Chai. Voilà, ça c'est le noyau dur. Donc on a décidé aujourd'hui de répondre à la question que tout le monde se pose, comment financer une campagne d'impact? C'est la question qui vient en général après qu'est-ce que l'impact? Alors je vais y répondre aussi très brièvement pour ceux qui ne le savent pas déjà. L'impact, c'est être convaincu que les films peuvent déclencher des changements dans nos sociétés. C'est croire au pouvoir des films et c'est vouloir aller plus loin qu'attirer l'attention sur une cause. L'impact est fait par des réalisateurs et des producteurs d'impact qui veulent inspirer l'action et le changement avec leurs films. Et puis une campagne d'impact, eh ben, c'est tout simplement la mise en œuvre d'une stratégie qui est destinée justement à booster le pouvoir de changement social d'un film. Donc changer le monde grâce au film, c'est très bien, mais pour le faire, il faut justement une stratégie, il faut un savoir-faire, et puis il faut des moyens, en espèces sonnantes et trébuchantes, ou sans contact aujourd'hui. Outre-Atlantique et outre-Manche, l'impact a déjà une économie, il y a des fonds, il y a des guichets. Donc comment financer l'impact? Eh bien, c'est la question auquel on va apporter des réponses avec nos intervenants que je vais présenter rapidement. Valérie Montmartin donc, est productrice et présidente de Little Big Story et elle a notamment produit la campagne d'impact du film 387 disparus en Méditerranée qui a fait partie de la promo du Good Pitch Europe 2018. Et je crois que c'est un des seuls films français qui a été sélectionné au Good Pitch. Sarah Huisman-Corridian est cofondatrice d'Equanity. Elle participe à construire une économie de l'engagement et elle est experte dans la mobilisation de financement privé pour le développement de projets à impact. Jérémy Chomette est le directeur général de la Fondation Daniel Mitterrand. Votre logline, c'est « Donnons vie aux utopies ». Moi, j'ai envie de dire en chœur avec vous « Donnons vie à l'impact ». Ça nous parle. Vous vous intéressez de près aux films d'impact, même si ce n'est pas au cœur de vos missions, mais vous avez déjà aidé financièrement des films et vous allez nous expliquer dans quel cadre et puis avec quel budget. Et last but not least, Amy Host est productrice. Ses films ont été sélectionnés à la Berlinale et à Sundance notamment, et elle est à l'origine de Filmpact, qui est l'association des professionnels de l'impact en Flandre, en Belgique, et ils ont réussi à créer un fonds impact en mobilisant des acteurs publics et privés. J'espère que ça va inspirer ceux qui nous regardent aujourd'hui. Alors, on va commencer par Valérie. Est-ce qu'on peut, avant toute chose, déjà faire un rapide panorama des mécanismes et des guichets qui existent aujourd'hui en France pour financer un film documentaire? Alors, pas l'impact. Tu veux dire pour financer le documentaire en général. Alors, pour financer le documentaire, il y a pas mal de guichets, mais les guichets sont essentiellement publics. Donc, je ne sais pas qui est le public là avec nous aujourd'hui, mais je pense que la plupart des producteurs qui sont avec nous connaissent les différents guichets. On a un guichet principal qui est celui du Centre national de la cinématographie, le CNC, sur plusieurs voies. Il y a plusieurs aides dans la phase de développement et de production du film documentaire. Donc, on peut avoir des aides à l'écriture, des aides au développement, des aides à la préparation quand on a un compte automatique, et puis de l'aide à la production quand on a soit un compte automatique, soit
quand on est au sélectif, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de produire beaucoup de films pour obtenir cette aide. On peut aller se présenter devant une commission sélective pour défendre son film et obtenir une aide à la production. C'est valable aussi sur la préparation, si on est accompagné de certaines aides préalables, notamment d'un diffuseur qui aurait déjà mis la main au portefeuille pour aider en développement. Donc ça, c'est la principale aide en France, elle est celle du soutien du Centre national de la cinématographie. Mais on a multiples aides, notamment en région. Il y a des aides à l'écriture pour les auteurs, des aides au développement et des aides à la production dans différentes régions, avec des mécanismes qui ne sont pas toujours les mêmes, qui sont souvent liés au CNC, mais avec différents types de mécanismes. On a des aides qui sont issues du privé, notamment de la Société des producteurs, la Procirep Angoa, qui permettent de soutenir un peu en partie la production d'un film et aussi son développement dans le cadre d'une aide aux producteurs sur un slate de projet. On a bien évidemment les aides qui sont celles d'Europe Creative Media, qui ne concernent pas que les Français, mais l'ensemble des pays européens, par le biais soit du slate de projets en développement, soit aussi en production de films quand c'est pour la télévision et via Eurimage quand c'est pour une diffusion en salle. Et puis à ça, on peut ajouter différents types d'aides. Quand on a un film qui valorise particulièrement la diversité, par exemple, le CNC a une aide spécifique d'aide à la diversité. Elle peut être en écriture, en développement et en production. On a des aides sur les territoires ultramarins aussi qui sont spécifiques. Voilà, donc on a une batterie d'aides qui sont principalement des aides publiques, mais qui financent les films, leur écriture, leur développement et leur production. Et donc, à ce jour, on n'a pas d'aide qui finance la campagne d'impact d'un film. Non, mais j'y reviendrai, puisque la campagne d'impact d'un film, c'est pas un film. Tout à fait. C'est pas une œuvre. Donc nous, les aides et le droit français, mais le droit européen dans son ensemble, finance ou aide à financer, participe du financement des œuvres. Donc la réglementation, elle est construite autour de l'œuvre. Et elle est construite juridiquement autour de l'œuvre. Aussi dans les rapports auteur-producteur, réalisateur-producteur, producteur-diffuseur, producteur-distributeur, etc. Donc c'est l'œuvre qui est au centre de l'attention des financements. Donc la campagne d'impact étant un pas de côté, c'est un objet différent qui n'est pas forcément un objet tangible, qui peut l'être, mais qui ne l'est pas forcément, du coup ne rentre pas dans le cadre de ce système qui est structuré juridiquement autour de l'œuvre. Ce qui peut être intéressant d'ailleurs dans des financements privés, et Sarah Huisman, vous nous en direz plus tout à l'heure à ce sujet. Je vais vous poser les questions en fait. À chaque intervenant, je vais poser 2-3 questions, ce qui vous laissera le temps de développer aussi chacun dans votre domaine ce qu'on peut dire. Valérie, vous avez financé la campagne d'impact de numéro 387, Disparu en Méditerranée, un film de Madeleine Leroyer. Comment est-ce que vous avez financé cette campagne d'impact ? Alors, on l'a en partie financé. C'est-à-dire qu'on a trouvé de l'argent pour financer une partie de ce qu'on avait rêvé de faire à côté du film. Donc, c'est un peu long à expliquer. Je vais essayer d'être le plus synthétique possible. Mais il y a le comment financièrement, il y a le comment stratégiquement. C'est deux choses qui sont à mener en parallèle. C'est-à-dire que nous, avec Madeleine, dès le départ, très tôt dans le développement du film, je rappelle juste que c'est un film qui a pris 4 ans à être fait. Donc sur ces 4 années, on a eu une longue phase de développement et une longue phase de production. On a, nous, imaginé accompagner le film d'une campagne d'impact très rapidement, lors de la phase de développement. Donc on a imaginé, j'allais dire éditorialement, politiquement, affectivement, cette campagne d'impact qui a beaucoup évolué. Excuse-moi Valérie, on va juste rappeler le sujet du film, puisque tout le monde ne connaît peut-être pas. Alors le film numéro 387, c'est un film autour d'un naufrage très important qui a eu lieu en avril 2015 et qui est passé complètement inaperçu, parce que tous les naufrages importants en mer Méditerranée qui partaient à l'époque, les bateaux qui partaient à l'époque de Libye coulaient les uns après les autres, mais tout ça était une brève dans l'actualité. Et un des bateaux avait coulé au large de la Libye avec à minimum 800 personnes qui avaient disparu en mer. Et ce bateau-là était l'un, dans cette série du mois d'avril, il y en avait eu un à 500. Bon, en fait, de notre point de vue, c'était un fait historique. Mais du point de vue de l'actualité, c'était rien. C'était quelques lignes, un nombre de morts possible. Il se trouve que l'objectif finalement de la campagne, c'est de redonner une dignité.
Non, d'abord, l'objectif du film, c'est de raconter cette histoire et d'en faire un fait historique. Mais parce qu'on voulait raconter cette histoire et raconter l'histoire spécifique, parce que les Italiens avaient décidé de ressortir le bateau de l'eau, de le ramener en Italie et de faire un travail monumental sur la recherche d'identité des morts et des corps qui restaient dans le bateau, nous, on a suivi cette opération. Mais cette opération-là était une opération qui donnait tout son sens au film. C'est-à-dire que le film était un film sur ça signifie quoi de ne pas accepter l'idée que des gens meurent avec des numéros, enfin, que ça soit un numéro, tous ces gens-là, dans la mer Méditerranée. Donc ça, c'est le message du film. Et c'est pas d'abord le message de la campagne d'impact, c'est d'abord le message du film. Parce que moi, je vais peut-être dire des choses qui ne sont pas forcément celles que vous attendez, mais je produis des films avant de produire des campagnes d'impact. Et donc, ce qui m'importe, c'est l'œuvre. Et donc, ce travail-là était le travail de l'œuvre. Ce qui n'enlève pas le fait qu'on avait envie de la prolonger, cette œuvre, par un message qui était celui du message autour de la dignité et du nom plutôt qu'un numéro. Hein, quelqu'un existe et non pas son numéro. Donc, on a travaillé, on a mis longtemps, mais on a travaillé sur une campagne qui s'appelle désormais Numbers into Names, un nom pour chacun. Mais ça a été un cheminement qui a été, tu me dis si tu trouves que je suis trop longue, hein, mais ça a été un cheminement qui est né du développement du film, qui s'est poursuivi, je parle du cheminement, pendant la production du film et qui se poursuit encore aujourd'hui, puisque la campagne du film, elle n'est pas encore aboutie. Donc, en parallèle, moi, j'ai produit un film et on a commencé à initier la réflexion autour du financement et de la conception de la campagne d'impact. Donc, pour moi, c'était deux objets parallèles et je maintiens et j'insiste sur ce point, j'insisterai tout au long de notre réunion aujourd'hui sur le fait que l'argent du film ne va pas à la campagne. Alors voilà, ça répond à une de mes questions et je voulais justement que tu t'exprimes là-dessus. Le financement du film et le financement de la campagne, ce sont deux choses distinctes. Oui, parce qu'un film, c'est très compliqué à faire, c'est très compliqué à financer. Et en fait, il y a des guichets, des process, et il y a un coût afférent au film qui est… Donc, l'argent qu'on trouve pour faire le film, on doit l'affecter au film, puisque c'est notre métier et c'est notre obligation vis-à-vis de nos partenaires et vis-à-vis du réalisateur ou de la réalisatrice qui travaille avec nous. Et l'argent que vous levez pour la campagne ne va pas au financement du film. Non, évidemment, mais c'est plutôt dans l'autre sens. Enfin, c'est-à-dire que c'est rare qu'on trouve plus d'argent pour la campagne que de trouver plus d'argent pour le film. Alors justement, sur cette campagne, je vais juste, parce je vois qu'il est déjà 18h18, on va avancer un petit peu sur les financements. Pour votre campagne d'impact, vous avez levé des fonds, et tu me corriges si je me trompe, d'une part grâce à l'association que vous avez créée, numéro 387, qui a fait une opération de crowdfunding, et d'autre part grâce à Oak Foundation, et donc grâce à une fondation. Non, grâce à nous. Oui, oui, bien évidemment, grâce à vous. Non, mais non, pas grâce à une fondation. Grâce à nous qui sommes allés chercher l'argent d'une fondation. Ce n'est pas du tout la même chose. Il n'y a pas une fondation qui est arrivée, qui nous a dit oh, c'est tellement génial la question des migrants qui sont morts en Méditerranée. Non, on a donc procédé dans le même raisonnement qui était celui de promouvoir le film à l'étranger, puisque le film qu'on a fait était un film très diffusé à l'étranger dans ses financements. On a en parallèle justement essayé de travailler avec les anglo-saxons, tu l'as dit tout à l'heure, et les anglo-saxons, eux, mettent en avant, à l'occasion de pitching, de sessions de pitch, de présentation des projets, des films et des campagnes d'impact. Donc, on a en effet stratégisé pour essayer d'être sélectionné à Good Pitch Europe, qui était à l'époque, et qui toujours, je pense, l'est, le plus grand moment de rencontre entre les films, les campagnes d'impact et la possibilité de rencontrer des gens qui pouvaient les financer, puisque eux, ils ont 10 ans d'avance sur nous. Et donc, c'est par le biais du film et le travail autour du film et notre démarche qu'on est donc allé, à un point d'appui avec le film, chercher Good Pitch. Et c'est par le biais de Good Pitch qu'on a pu présenter le projet devant plusieurs centaines de personnes, dont Oak Foundation, qui a été séduite par le projet de la campagne. Après, alors, trouver de l'argent avec Oak Foundation ou une fondation anglo-saxonne, quelle qu'elle soit, c'est 2 ans de travail. C'est pas parce qu'ils ont vu le projet et qu'ils ont trouvé ça super qu'ils sortent le carnet de chèques tout de suite. Mais par contre, quand ils le sortent, ça a un vrai intérêt pour la campagne, ça je vous le confirme. Génial. Alors justement, puisqu'on a ici le directeur d'une fondation, je vais poser la question à Jérémy Chaumet. Donc la particularité de l'impact et des campagnes d'impact, c'est qu'on va chercher des financements auprès de partenaires privés, qui soient des fondations, des entreprises, des mécènes. Pourquoi et comment est-ce que les fondations s'intéressent aux films d'impact et peuvent soutenir ou se mettent à soutenir financièrement des campagnes d'impact? On va poser la question à Jérémy Chaumet, donc de la fondation
Danielle Mitterrand. Comment est-ce que vous en êtes venu à vous intéresser à l'impact et comment est-ce qu'aujourd'hui, vous commencez à accompagner des films d'impact? Merci, bonjour à toutes et à tous. Peut-être un mot rapidement pour comprendre qui on est sur la fondation. On est une fondation qui a été créée par Danielle Mitterrand. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, Danielle Mitterrand était une résistante pendant la Seconde Guerre mondiale et c'est resté tout au long de sa vie. Quand elle est devenue épouse du président, elle a utilisé cette image-là pour travailler sur la question des droits humains, et en travaillant sur la question des droits humains, elle a compris qu'on ne pouvait pas régler ce problème-là sans changer le système. Donc, on est très clairement aujourd'hui une fondation plutôt de la mouvance altermondialiste, hein, on ne le cache pas, pour vous dire un petit peu qui on est. Et on est une fondation politique dans le sens où notre vision, notre travail, c'est de changer la société et pas de l'améliorer. Et on n'est pas lié à de parti ou ce genre de choses. Et on est une fondation un peu particulière parce qu'on fait, donc c'est ce que je disais en fondation politique, on fait à la fois du débat d'idées. Notre travail, c'est d'agiter les idées. On n'est pas une fondation philanthropique comme on peut retrouver des fondations. Leur seule activité, c'est de donner de l'argent. Nous, on a plusieurs missions et une de nos missions, c'est aussi d'avoir cette dimension philanthropique, ou en tout cas de soutenir des projets, mais on est sur un montant qui est assez dérisoire par rapport aux fondations notamment anglo-saxonnes, mais qui est là. Et on a revu notre projet il y a 2 ans, qui est un projet dont vous l'avez dit, qui a pour signature Donnons vie aux utopies. On aurait pu rajouter radical derrière, radical dans le sens d'aller à la racine des problèmes. Et en fait, on se rend compte dans tout le travail qu'on a fait que la racine première de nos difficultés actuelles et de l'arrivée de l'Anthropocène, hein, je ne vais pas rentrer dans toutes ces questions sur la question écologique, climatique ou même démocratique, c'est les représentations. C'est la façon dont on a un rapport à l'autre et un rapport au vivant qui est constitué par les images, par les récits qu'on nous donne à l'heure actuelle. Et donc, notre point de vue, c'est qu'il faut transformer, on n'est pas les seuls, transformer notre récit, transformer les récits qu'on a pour arriver vers des récits qui soient à la fois des récits mobilisateurs, mais aussi qui permettent de repenser le monde différemment. C'est-à-dire, je pourrais rentrer dans le détail pour ceux que ça intéresse plus tard, mais et donc forcément, quand on travaille sur cette question-là de changer le regard, on peut financer des conférences d'intellectuels, on peut financer des rencontres, mais ce qui nous semble le plus intéressant, ça va être aussi de financer la mise en lumière très concrète de projets de terrain ou d'événements ou d'actions ou de façons de voir le monde. Et c'est par là où on s'est intéressé à des films, mais on ne s'est pas dit, voilà, d'ailleurs, on ne savait pas ce que c'était l'impact, hein, pour être très honnête. C'est plutôt des structures qui sont venues vers nous. Et on a par exemple Valérie Cabanès, peut-être vous connaissez, qui est une personne qui travaille beaucoup sur les questions d'écocide, de reconnaissance d'écocide et de la reconnaissance des droits de la nature, et qui travaille avec un réalisateur et qui est venu nous voir parce qu'on travaille ensemble, qui nous a dit, nous, on a besoin de financer un film. Donc là, on est vraiment sur le film, pas sur la campagne d'impact. Mais ça pourrait, en fait, dans le financement qu'on est en train de voir avec eux, on ne parle pas d'impact, mais nous, l'argent qu'on donne, il faut que derrière, il y ait aussi des choses qui se fassent à la sortie du film. Mais on n'a pas utilisé les mots que vous utilisez, mais c'est cet intérêt-là. Donc, très clairement, je ne vais peut-être pas aller plus loin ou plus tard, mais c'est vraiment, et on est de plus en plus à se dire comment on transforme les représentations par un autre récit, parce que le récit qui nous est donné ne nous convient pas. Et du coup, à quel stade est-ce que vous êtes, sur ce film par exemple, à quel stade est-ce que vous intervenez? Au développement? Nous, comme on n'a pas beaucoup d'argent, notre point de vue, ça a été d'arriver, c'est d'essayer d'être effet levier. C'est-à-dire qu'on arrive au tout début, soit donc du coup ici d'un film, ou soit ça peut être si c'est une campagne d'impact dans le futur, c'est d'être les premiers, entre guillemets, financeurs, ou d'arriver à un moment pour que ça fasse effet levier et pour que derrière, il y ait d'autres financeurs ou d'autres fondations ou d'autres structures publiques ou autres qui puissent agir derrière. Sur le film, on a donné le maximum de ce qu'on est en capacité de donner, ce qui est 20 000 €, ce qui n'est pas grand-chose dans un film. Mais c'est les premiers, voilà, il y a nos 20 000 € qui arrivent, il y a une lettre de mission et il y a un acteur institutionnel comme le nôtre, reconnu dans une partie du monde qui vient là. Et après, de temps en temps, on donne plutôt des coups de pouce. Et donc là, ça nous est arrivé pour un
un film sur l'expérience de Saillant, sur la République de Saillant, où là, on a donné 1500 €. Ils avaient déjà le film et ils avaient besoin de faire quelque chose d'un peu plus long et surtout des conférences derrière. Donc, on allait donner un coup de pouce. Donc, c'est tout petit. Mais l'idée, c'est que ça soit ce qui permette derrière d'enclencher des financements plus importants. Donc, typiquement, vous pourriez éventuellement financer des actions avec un coup de pouce ou des actions qui seraient menées par un film d'impact, par la campagne d'un film d'impact. Oui, il faut que ça rentre dans ce qu'on recherche, mais complètement. Après, c'est pas ciblé. On ne cible pas forcément des campagnes d'impact, mais les campagnes d'impact peuvent venir vers nous si ça rentre dans nos critères et que le regard qui est proposé rentre sur ce qu'on recherche. Alors, je pense qu'il y a une autre question que tout le monde se pose et après, je poserai également une question à Sarah Wiesmann-Corridian. Qu'attendez-vous, vous, en tant que fondation, d'une collaboration sur un film qu'on va appeler un film d'impact, sur un film engagé et éventuellement de sa campagne? C'est une bonne. Ouais. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est beaucoup le contenu, très clairement, et après le public. C'est-à-dire toucher un public, nous, on n'arrive pas à toucher. C'est-à-dire que c'est peut-être ça qui va faire la différence avec plutôt qu'aller soutenir une association, parce que donc on soutient nous directement des associations. La différence avec un film, et notamment le public qui va chercher, c'est autre chose. Voilà, par exemple sur Valérie Cabanès, sur le film sur les droits de la nature. Qu'on va aider, c'est qu'ils ont la volonté qu'ils sortent en salle, au cinéma, et on voit peu de films comme ça, et c'est ça et nous, on ne sait pas toucher le grand public, donc ça nous intéresse beaucoup. Après, ça va être assez large dans d'autres moments. Ce qui va vraiment nous intéresser, ce qui est le plus fondamental, c'est vraiment le regard, et donc nous, on va essayer de financer des projets qui proposent un regard radicalement différent de ce qu'on a aujourd'hui sur les questions de rapport au vivant et de rapport à l'autre. Et qui présentent des parties très positives, enfin mobilisatrices de la société. Là, on a aussi reçu une demande là, sur un projet qui se passe au nord-est de la Syrie, où vous avez une utopie féministe, démocratique et inclusive qui est en cours. Voilà, c'est ce genre de projet qu'on va aller chercher parce que ça va être un coup de cœur et on va les soutenir. D'accord, merci. C'est très instructif et c'est important, et je pense que Sarah Wiesmann le confirmera, de connaître les attentes également des partenaires qu'on va chercher. Alors Sarah Wiesmann, je passe à vous. Vous êtes une spécialiste de la levée de fonds et vous participez à construire, comme je le disais, une économie de l'engagement. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'est une économie de l'engagement, telle que vous l'entendez? Oui, merci Khadija. Effectivement, ce qu'on s'attache nous à créer ou à plutôt initier, c'est d'arriver à faire en sorte que lorsqu'on identifie une cause ou une problématique qui touche l'ensemble de la société, avec des conséquences qui sont multiples, à la fois économiques, sociales et puis aujourd'hui environnementales et même sanitaires désormais, on fasse bien le lien entre toutes les parties prenantes qui ont la capacité de pouvoir intervenir sur la résolution de cette problématique. Et donc, une économie de l'engagement, c'est une économie justement où l'ensemble des parties prenantes cherchent et mettent en commun à la fois des solutions et des moyens, financiers notamment, pour pouvoir adresser ce type de problématique. Donc, c'est vraiment ça qu'on essaye de mettre en avant, et j'étais assez sensible à ce qu'ont dit vos deux invités sur plusieurs enjeux, c'est-à-dire qu'à la fois la notion effectivement de changement de paradigme aujourd'hui qui existe et qui fait que face à un certain nombre de problématiques qui se posent, on a besoin de trouver des nouvelles solutions, de changer nos modes de pensée, de changer nos modes de regard sur ces problématiques, et que en ça, le cinéma et le documentaire en particulier est un outil absolument essentiel et formidable. Et puis aussi en effet, des nouveaux modes de communication à des échelles extrêmement larges permettent aujourd'hui des diffusions qui étaient absolument impossibles il y a encore quelques années, pour des coûts aujourd'hui qui étaient absolument inconcevables il y a quelques années. Donc, ces différents paramètres, finalement, ont donné naissance à ce qu'on appelle effectivement aujourd'hui des campagnes d'impact, mais qui sont au fond le rayonnement et l'écho que peuvent avoir des images, des films sur une problématique donnée, sur la façon dont ça bouscule la société et ses usages d'une certaine façon. Et donc, en cela, nous, on essaye d'aller convaincre et rencontrer un certain nombre de structures qui ont les moyens de pouvoir financer ces opérations pour pouvoir les convaincre de s'investir, de s'engager, autrement dit,
dans ces projets, dont un des paramètres est le film, mais pas le seul, comme l'a dit Valérie, et c'est très juste, qui justement amène à ces transformations sociétales profondes, à ces changements de regard qui sont indispensables sur ces sujets. Alors, quand on a préparé ce webinaire, vous m'avez dit quelque chose qui m'intéresse. Vous disiez qu'il y a une demande forte du cinéma pour avoir accès à des fonds privés, mais que c'est une demande compliquée à adresser. Pourquoi ? En réalité, donc, la demande du cinéma vis-à-vis du financement privé, elle est la même que celle qu'on peut observer dans la culture ou dans d'autres types d'activités, j'allais dire, qui touchent à l'intérêt général. Elle est aussi, très clairement, et il faut le dire, le fruit d'une diminution et parfois d'un désengagement aussi de certaines ressources qui venaient d'habitude du public. Et donc, c'est vrai que cette demande-là, au départ, elle part d'une problématique très claire d'accès à la ressource financière en particulier. Simplement, ce facteur-là, même s'il est compris et clair pour ceux qu'on peut appeler des financeurs privés, n'est pas suffisant pour pouvoir déclencher la capacité à s'engager, à s'investir financièrement dans un projet. Et donc, on a une difficulté à pouvoir exprimer le fait que ce n'est pas à la place des pouvoirs publics ou d'autres types de ressources qui seraient mobilisées que l'on va chercher ces fonds privés, mais précisément, et Valérie le disait très bien, pour faire d'autres choses que de faire des images et créer un film qui va pouvoir effectivement porter un certain nombre de projets et de sujets. Et donc, ce décalage léger mais réel du discours que l'on adresse aux financeurs privés est quelque chose d'assez compliqué à mettre en œuvre. D'abord parce que pour produire ce film, on a besoin de financement, et donc pour pouvoir avoir ces images, il faut des financements. Et donc c'est parfois un peu le serpent qui se mord la queue entre j'ai besoin d'argent pour pouvoir produire mes images, et en même temps, je sais que l'argent, on va me le donner précisément pas sur la production d'images. Donc il faut réussir à trouver un équilibre économique global du projet entre la production du film elle-même et puis le financement de la campagne à impact qui nécessite d'avoir effectivement une vue d'ensemble de son projet, sachant qu'un des autres paramètres importants d'une campagne d'impact, et ça aussi Valérie en parlait, c'est la durée. C'est-à-dire qu'une campagne d'impact, elle commence avant la production du film, elle continue pendant la production du film et elle existe surtout après la production du film, au moment où le film est sorti et a rencontré son public. Et donc, il y a un temps très long, finalement, de mise en œuvre des actions qui vont porter cette campagne d'impact, avec des besoins d'en financer un certain nombre d'actions et de parties à différents moments. Et ça, c'est effectivement là aussi une des complexités de cette dynamique. Si je peux ajouter quelque chose à ce que Sarah vient de dire, c'est très juste. L'hésitation qui est typiquement française aussi, parce qu'on n'a pas l'habitude de ces mécanismes et puis qu'il y a toujours eu de l'argent public pour financer les documentaires. Les anglo-saxons ne s'embarrassent pas avec ça. Typiquement, la fondation Hawke, quand elle a découvert le projet, on était à Amsterdam, ils ont découvert le projet et à ce moment-là, on était dans une phase de production où il restait encore un gap sur la production du film. Donc, il était bien évident qu'on expliquait ce qu'allait être la campagne d'impact, mais que pour finir le film, on avait encore besoin de lever un peu d'argent. Eux avaient décidé de rentrer sur ce projet-là. Donc, leur première réaction était de dire, il manque combien pour finir le film ? Puisqu'en fait, s'ils s'engageaient sur l'impact, il fallait garantir, puisque une partie de la campagne d'impact allait prendre point d'appui sur le film, il fallait garantir que le film se termine. Même si c'était un film avec un gros budget, ils voulaient être sûrs qu'il se termine. Donc, ils ont, dans un premier temps, mis de l'argent sur la production du film, sur un montant important. Je peux le dire, c'était 80 000 €. Donc, c'est quand même conséquent. C'était sur un budget qui était très important, mais c'était un montant qu'on ne voit pas en France. Et ensuite, quand le film a été terminé, qu'il a commencé à avoir sa vie et qu'on a construit la campagne d'impact qui était dans un second temps, ils sont revenus. Donc, ça a pris un peu plus de temps puisque ça a été en début d'année. Mais on a gardé contact, on a dû revoir la campagne d'impact, leur transmettre, travailler aussi en bonne intelligence avec eux pour qu'ils comprennent bien ce qu'on souhaitait faire avec la campagne d'impact, et ils ont remis 50 000 € sur la campagne en elle-même. Donc finalement, ils sont intervenus sur un montant de 130 000 €, ce qui est très important, à la fois pour le film et à la fois pour la campagne d'impact.
Vous avez tout à fait raison de souligner la différence avec les pays anglo-saxons. Cette différence, elle tient à la mentalité, mais elle tient aussi à une caractéristique complètement structurelle. Et à la fiscalité. Exactement, de nos deux modèles, c'est ce que j'allais dire, c'est l'enjeu de la fiscalité. C'est-à-dire que une des problématiques que l'on rencontre en France, c'est précisément que les acteurs privés qui financent des projets d'intérêt général, et heureusement sont contrôlés sur ce qu'ils financent. Or, un film, à partir du moment où il sort en salle ou même il sort dans un circuit de distribution, il a une vie commerciale. Et donc, il sort, entre guillemets, de la caractéristique pure d'être d'intérêt général, c'est-à-dire de ne pas donner lieu à une commercialisation possible. Et donc, cette difficulté-là fait qu'un certain nombre de fondations existantes en France qui voudraient ou pourraient financer ce type de projet, effectivement, sont confrontés à cet enjeu de dire comment je peux flécher mon argent sur ce projet pour que ça ne finance pas la production du film qui, elle, obéit à un circuit commercial, mais que ça finance bien des actions d'intérêt général qui sont donc, qu'on pourrait résumer en tout cas dans le dispositif de campagne d'impact qui est créé et qui donc là sont bien en effet d'intérêt général, c'est-à-dire sans but lucratif avéré. Oui, parce que, encore une fois, ce qui est différent peut-être dans une campagne d'impact, dans ces stratégies qu'on met en œuvre, c'est qu'on pense à des actions concrètes de terrain et qui se font en association avec justement des ONG, avec des acteurs. On met le film au service d'une cause qui a déjà ses acteurs, qui font un travail de terrain et on vient en appui de ces acteurs-là et on peut imaginer ensemble des actions de terrain concrètes et qui, du coup, sont plus lisibles pour les ONG et plus lisible, enfin pour les fondations ou pour des marques ou pour des entreprises, plus lisibles à financer en tous les cas. Mais alors justement, vous qui travaillez donc d'ores et déjà peut-être sur des campagnes d'impact, est-ce que vous pouvez nous dire déjà comment est-ce que vous intervenez vous auprès d'une équipe en tant que fundraiser auprès d'une équipe de films qui souhaite lever des fonds pour sa campagne? Alors justement, un des paramètres essentiels de notre intervention, c'est d'arriver à bien définir avec l'équipe en question ce que ça va financer et quelle est la valeur ajoutée de cette participation par rapport, effectivement, comme vous le disiez, à un financement direct dans une ONG ou une association qui va en effet lutter pour la cause dont il est question. Je donne des exemples très précis. Quand on travaille sur la Méditerranée, par exemple, ou quand on fait un film autour de ces sujets-là, mais comment faire pour que l'argent qu'on puisse mettre dans une campagne d'impact, ait plus d'effet, un effet levier plus fort que si on le mettait directement dans les actions du WWF ou de Bloom sur le sujet. Donc ça, c'est un des premiers sujets, c'est-à-dire d'arriver vraiment à essayer de mettre en avant de la façon la plus claire et la plus plausible possible la valeur ajoutée de cette campagne d'impact sur l'ensemble du projet, d'une part. D'autre part, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier et aider à identifier les marques, comme vous le disiez, ou les acteurs privés qui ont le plus intérêt à participer à cette dynamique, soit parce que ce sont des sujets sur lesquels ils sont effectivement positionnés, soit parce que ça peut être des aires géographiques qui les intéressent, soit tout simplement parce qu'ils ont, et ça arrive aussi, des choses à se reprocher sur un certain nombre de sujets dont les campagnes d'impact peuvent se faire l'écho. Et pour toutes ces raisons-là, il faut donc développer un argumentaire spécifique qui leur est proposé, où on va montrer non pas en quoi le projet est intéressant, mais en quoi c'est intéressant pour eux et dans leur dynamique à eux. Donc, on change un peu de focale. On n'est pas dans son projet, dans son sujet, mais on est bien du côté de celui qui va le financer en essayant d'apporter un certain nombre de principes et de solutions qui vont les intéresser. Quand Valérie parlait tout à l'heure de la Fondation Hawke, c'est vrai que c'est une fondation qui est très ancienne, qui a beaucoup de moyens, qui est très positionnée sur ces sujets, donc qui a une certaine indépendance, j'allais dire, par rapport à ce qu'elle choisit de financer et comment elle le fait. Ce n'est pas le cas, évidemment, de beaucoup d'autres fondations, en particulier les fondations d'entreprise, qui ont à rendre compte d'un certain nombre de choix qu'elles font. Donc, ces éléments-là sont effectivement constitutifs de notre travail. Et puis ensuite, il y a toute l'approche. Valérie parlait du temps que ça a mis avec la Fondation Hawke pour aboutir. Effectivement, ce temps-là, ça se retrouve assez fréquemment dans les échanges que l'on peut avoir avec des structures. Il y a des temps incompressibles, il y a des moments de décision qui sont pris par les conseils d'administration de fondation ou par les comités de sélection. Voilà, tout ça, c'est un processus qu'il faut suivre, qui est long et dont, en effet, une structure de production, quand elle est concentrée sur son film, n'a pas forcément ni les moyens ni les ressources pour pouvoir le mettre en œuvre. Donc, ça fait partie du service que nous,
met à disposition pour les structures qui nous sollicitent. Et du coup, alors il y a aussi une spécificité qui est un petit peu différente en France. Comment est-ce que vous, en tant que fundraiser, vous vous rémunérez sur l'argent? Alors déjà, quels sont est-ce qu'on peut parler de fourchettes? On a parlé, Valérie a donné le montant de Hawke Foundation et Jérémy Chaumet a aussi été transparent sur le budget qu'ils avaient. Est-ce que vous pouvez nous indiquer une fourchette de budget que vous pouvez lever pour la campagne d'un film? En fait, c'est assez variable. Là aussi, ça dépend de plusieurs paramètres. Ça dépend évidemment de l'ambition que l'on veut lui donner. C'est-à-dire qu'on ne part pas forcément d'un a priori de ce qu'on peut lever, mais des besoins réels de la campagne. Donc voilà, est-ce que c'est une campagne qui va s'étendre sur un volume de contacts, de temps important et qui nécessite du coup un certain nombre d'actions dans la durée. Donc déjà. Et puis, par ailleurs, ça dépend aussi beaucoup de ce que l'on a comme cofinancement à apporter. Un certain nombre de fondations d'entreprises ou de financeurs privés ne se positionnent pas comme unique et seul financeur d'un projet, y compris sur des campagnes à impact. Et donc, il est nécessaire de pouvoir connaître aussi ces éléments-là, parce que certains financeurs disent moi, je ne mettrai pas plus de 30% du montant de la campagne, ou moi, je viens financer tel et tel type de choses, mais pas d'autres, par exemple, pas les salaires d'une équipe, ou pas. Bon, voilà. Donc, ça peut être des éléments un peu spécifiques qui donnent finalement des découpages particuliers dans les montants que l'on peut demander à des financeurs privés. Mais globalement, les chiffres avancés par Jérémy ou Valérie, c'est-à-dire des dons entre 20 et 30 000, parfois 50 ou 100 000 euros, sont quand même des maximums aujourd'hui atteints en France sur ces sujets-là, là où effectivement c'est une différence notable avec les pays anglo-saxons. Là, on peut avoir beaucoup plus de moyens, notamment sur des campagnes effectivement d'impact, mais qui ont des objectifs très larges. Par exemple, je pense à ce qui peut être mis en œuvre par Hewlett-Packard sur la jeunesse, où là on va avoir des films, des actions, des mobilisations lycéennes, toute une série de choses qui, dans l'ensemble, créent une campagne d'impact sur la jeunesse. Et là, effectivement, les sommes sont bien plus importantes, mais parce qu'on sort presque du simple scope de la campagne d'impact. Alors, par rapport à la question que vous posiez, c'est-à-dire sur les modes de rémunération et comment ça se passe, effectivement, là aussi, une grande différence entre les pratiques françaises et les pratiques anglo-saxonnes. Dans les pays anglo-saxons, il n'y a aucun malaise pour des questions culturelles et j'allais dire de pratique, effectivement, à ce que les leveurs de fonds se rémunèrent sur un pourcentage des dons, des montants levés. En France, ça ne fonctionne pas du tout comme ça, pour plusieurs raisons. D'abord historique, parce qu'il y a eu effectivement dans les années 90 un certain nombre de scandales qui ont émaillé le monde de la philanthropie et des ONG et qui ont beaucoup secoué sur la question des commissions ou rétrocommissions de leveurs de fonds. Et donc depuis, il y a un comité de la charte qui existe, qui est une sorte de règle déontologique qui proscrit, sans les interdire, ce type de démarche. Donc en réalité, on fonctionne beaucoup plus à la mission, comme des consultants que nous sommes, c'est-à-dire on nous confie un certain nombre de tâches, un certain nombre d'objectifs que l'on va remplir et en fonction de ça, on définit un tarif de mission qui permet d'atteindre ces objectifs. Donc, c'est vrai que ça demande aussi, et ça c'est un point assez complexe, d'envisager dans le budget, dans l'équilibre budgétaire global à la fois de la production et de la campagne d'impact, une partie de rémunération sur le fait de lever des fonds. Ça, c'est une réalité. C'est un investissement. Il faut investir pour lever les fonds. Voilà, et ça, c'est vrai que c'est un sujet qu'on retrouve dans toute la dynamique d'intérêt général, que ce soit pour des films et des campagnes d'impact, comme pour n'importe quel autre projet. Alors, on a parlé d'argent. Je reviendrai ensuite parce qu'il reste quelques petites questions, mais je vais être sûre qu'on a bien fait notre tour de table avant des questions additionnelles. On a évoqué donc la piste de l'argent privé et un petit peu de l'argent public, et on va avoir encore une autre réponse. Est-ce qu'on peut obtenir de l'argent public aujourd'hui pour financer l'impact? La réponse est oui, parce que Amy Houst l'a fait avec Finpact en Flandre. Alors Amy, vous allez nous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on met la première pierre à la construction d'une économie de l'impact, comme vous l'avez fait vous, chez vous, en Flandre. Oui, bonjour à tous. Je viens de la Belgique, de Flandre. Je suis très contente de faire partie de votre premier événement. En fait, je crois tout au début, ce qui est important, c'est de commencer par des bons
case study local. Et donc, nous, on avait un film, The Invisible City, Kakuma, avec lequel on avait fait une trajectoire de 3 ans de campagne d'impact. Et en fait, tout le travail-là, on peut l'utiliser tout le temps comme exemple et comme effet qu'une campagne d'impact peut être. Ensuite, en fait, on a vraiment essayé de commencer au début, déjà dès le début, avec une coalition des partenaires. Donc, et avoir le fonds de film en Flandre derrière nous et avoir la chaîne, mais aussi tout au début de travailler aussi avec des fondations. Et donc, en fait, de mettre tout le monde autour de la table pour créer une association comme Filmpact qui, qui marche et pour les fondations, et pour la chaîne, et pour le fonds de film. Ensuite, c'était aussi important de voir les opportunités. En Flandre, le documentaire, le public pour les documentaires est assez difficile à trouver. Donc voilà, et le fonds de film et la chaîne, ils ont compris que l'impact, c'est aussi des formes de distribution importantes pour chercher des audiences cibles. Et donc, pour eux, c'était peut-être surtout là la motivation d'investir dans une association comme Filmpact. Mais en fait, petit à petit, on les a convaincus aussi de la valeur ajoutée pour la société, en fait, qu'on peut atteindre avec des documentaires créatifs. Et ça répond un petit peu à ma deuxième question, c'est que finalement, comment est-ce que vous avez convaincu vos différents interlocuteurs? Chacun a des arguments auxquels il va être plus sensible. Comment Elle est-ce est très forte, Amy. Je crois que tout d'abord, par exemple, le fonds de film, ils investissent beaucoup d'argent dans la production des films de documentaires créatifs. Mais comme je disais, le public est assez petit. Et souvent, les producteurs, ils ne font pas assez de travail pour atteindre des publics. Et c'est absolument normal parce que produire des films, c'est tellement un engagement qu'on ne peut pas aussi investir autant d'énergie et d'argent dans la distribution aussi. En fait, ça devient un peu tout sur nos épaules en tant que producteur de documentaires. Donc voilà, là, le fonds, ils ont dit, OK, on peut aider ces producteurs à créer un fonds extra. Mais bon, c'est un très petit montant que toutes les productions reçoivent quand ils reçoivent aussi de l'aide à la production. Donc, le moment qu'ils reçoivent le OK pour la production, ils reçoivent aussi l'accord pour une petite somme pour travailler sur l'outreach et l'impact. L'outreach qui est la sensibilisation. Oui. Mais pardon, Amy, je te laisse. Non, vas-y. Non, mais justement, moi, tout à l'heure, Khadija m'a demandé s'il y avait des fonds au CNC ou des fonds qui existaient pour l'impact. Il n'y en a pas. Mais la proposition que je ferais bien, en tous les cas, qu'avec l'Impact Social Club, on devrait aussi peut-être pousser, c'est justement de travailler sur la question de la diffusion. Parce que ce que vous avez fait, vous, c'est justement l'ouverture aux différents publics. Évidemment, les campagnes d'impact, elles prennent différentes formes. Nous, avec Numbers into Names, c'est un objet. C'est un cinéma mobile en Afrique, etc. Mais il y a aussi toute une stratégie de diffusion. Comment on montre le film, comment il va circuler, comment on l'a fait traduire, etc. Et je pense que, évidemment, rêver, Khadija, je sais que tu te poses la question de est-ce qu'il pourrait y avoir des bonus au CNC dans la production des films qui seraient des bonus attribués à l'impact. Je n'y crois pas un instant. J'y crois pas un instant parce qu'on bonifie un film, on bonifie une œuvre. Et puis surtout, on a le bonus quand on rend les comptes du film. Alors la campagne d'impact, comme on l'a répété, Sarah l'a redit, elle peut se démarrer qu'après la fin de la production du film. Donc la bonification n'est pas du tout viable. En revanche, l'impact permet aussi d'explorer des nouvelles formes de diffusion. Et ça, vous le faites beaucoup, vous, avec Film Impact, de créer des nouveaux circuits de diffusion.
Or, il existe au CNC des aides à la distribution, mais peut-être qu'il pourrait y avoir une sorte de branche à part qui serait une diffusion, une aide à la diffusion de films d'impact. En tous les cas, à mon avis, en travaillant là-dessus, en travaillant sur, parce que ça coûte de faire des copies dans différentes langues, etc. Sur la base de factures, déjà de pouvoir récupérer l'argent qui serait celui des dépenses liées à la diffusion des films, ça peut être une piste. Mais je crois que tu avais un truc à rajouter, Emilia. Oui, non, je voulais juste rajouter qu'en fait, ce n'est pas que seulement la distribution, hein. Comme tu le sais très bien, Valérie, avec votre film, en fait, les interlocuteurs que tu pourrais engager pour travailler avec toi sur la campagne d'impact, ce sont aussi les gens qui peuvent alimenter le contenu de ton film. Parce que souvent, ce sont eux les experts sur le sujet. Et en fait, je trouve que quand on fait des films, des documentaires, comment dire, la durabilité du contenu du film est très important. Et je crois que pendant longtemps, on n'a pas vraiment fait attention. Donc, en fait, on doit beaucoup plus travailler ensemble avec des gens académiques, des experts, etc. Et en fait, donc, déjà à ce niveau-là, je trouve que ça fait partie des recherches pour l'impact. Et c'est comme ça aussi qu'on peut motiver ça au fond de film, que ce n'est pas juste pour alimenter la campagne, c'est vraiment aussi pour alimenter le contenu du film. Et aussi vis-à-vis de notre fonds, je dis le petit montant que vous donnez pour l'impact ou pour le outreach, ce n'est que de l'argent de recherche. Donc, c'est quelque chose dont on a besoin déjà à la phase de développement ou de production. Et en fait, ça fait une base pour pouvoir réfléchir à une campagne d'impact. Et voilà, sans cette base, on n'est nulle part. Et en fait, avec zéro argent, tu ne peux pas même commencer tes recherches. Et ça, c'est un point très important, Amy, enfin, sur lequel nous, on a aussi travaillé pour essayer de voir justement à quel moment la campagne Impact commence, c'est-à-dire avant même que le tournage soit commencé ou avant même qu'on ait des choses à montrer, qu'est-ce qui peut justifier qu'on soit déjà dans cette logique de campagne d'impact et comment est-ce que effectivement le travail préparatoire, tout ce qui va concerner finalement l'ampleur ou le développement du film entre en ligne de compte dans la puissance de la campagne d'impact après coup. Ça, c'est vrai que c'est un sujet assez important parce que, par exemple, le fait qu'un film soit diffusé dans beaucoup de festivals, puisse avoir une audience auprès de scolaires, par exemple, auprès de choses comme ça, c'est des éléments qui demandent des moyens, qui demandent de pouvoir disposer d'un certain nombre d'autorisations, de contacts, de choses comme ça. Et donc, c'est déjà finalement une préparation de la campagne d'impact, même si c'est aussi la préparation du film en lui-même. Donc, c'est vrai que c'est un sujet qui est complexe et sur lequel nous, on a déjà été confrontés. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire comment on arrive à différencier exactement les différents champs de travail d'un film ou d'un projet de cette ampleur-là. Qu'est-ce qui relève de quoi? C'est vrai que c'est un sujet complexe, mais sur lequel il y a besoin d'être quand même assez précis, mine de rien, parce qu'en effet, en tout cas en France, les impacts fiscaux des choix que l'on fait ne sont pas du tout les mêmes. Alors, bien évidemment, je peux juste, en tant que productrice d'impact, répondre sur cette question du travail qu'on fait en amont et qu'on commence à faire, comme Valérie l'a dit aussi, eux, ils ont commencé à travailler sur leur impact très tôt, au moment du développement du film. C'est très important parce que vous le disiez tout à l'heure, d'abord, aller chercher des partenaires et nourrir une relation avec des partenaires, ça prend du temps. Or, en impact, on va construire des coalitions autour des films et donc il faut un temps de préparation. On a une phase. La première phase de la campagne est une phase de recherche et de développement où on fait ce qu'on appelle ce mapping, qui est une cartographie du sujet, du terrain, de tous les acteurs qui sont présents sur ce terrain. C'est une cartographie qui est très très large, qui part des acteurs de terrain, activistes, associations, experts. Ça va être les médias qui s'intéressent à cette question. On va vraiment essayer de circonscrire la totalité de l'écosystème qu'il y a autour du sujet. Et ça prend du temps et c'est de la recherche. Et puis ensuite, il y a l'approche de ces partenaires potentiels. Il y a l'identification qui est très importante, vous l'aviez souligné aussi tout à l'heure, parce qu'il faut comprendre les intérêts de chacun pour construire ces
ces coalitions. Et puis, il faut choisir les bons partenaires aussi. Donc, tout ça, c'est un travail qui demande, entre la première phase, généralement, cette phase de développement, de recherche et développement, elle est de 1 à 3 mois. En gros, c'est 3 mois déjà en minimum. Et puis ensuite, on passe à la vitesse supérieure. Mais voilà, oui, mais c'est toute la problématique là, parce que EMI, eux, ils ont réussi à construire une base économique qui permet au moins dans ce temps de préparation d'avoir des financements. Moi, Khadija, ce que tu dis sur la France, qu'il y ait un producteur d'impact qui soit payé de 1 à 3 mois au départ avec 0 budget sur une campagne d'impact, ça me paraît aberrant. Ça me paraît pas possible en fait. Je parle aberrant en termes financiers. Hein. Je ne dis pas que c'est aberrant en termes éditorial. Mais financièrement, moi, je ne le ferai pas. Moi, comme productrice, je ne prends pas, si je n'ai pas l'ombre du début d'un ressenti, si je n'ai pas déjà, comme on l'avait avec 387, été sélectionné aux États-Unis avec Chicken and Egg, si on n'avait pas déjà beaucoup d'intérêt pour le projet, fait pas mal de pitch, etc. Nous, on a investi nous-mêmes, on a travaillé pour rien, enfin gratuitement, voilà, et on a levé ensuite des fonds. Et donc, comme ça, on a pu rémunérer Madeleine. Mais moi, comme productrice et qui ai l'habitude de financer des films qui ont des budgets relativement élevés en documentaire, je ne mettrai pas un billet de 3 mois de salaire sur quelqu'un qui va chercher de l'argent sans avoir des éléments. Donc là-dessus, j'ai une position extrêmement prudente aujourd'hui, mais je ne le ferai pas. C'est au cas par cas, sur des projets dont on sent qu'il peut y avoir quelque chose, ou en tous les cas, moi, comme productrice déléguée, j'essaierai d'aller trouver un billet, quelque chose, un début de financement pour que la recherche se fasse. À partir de rien, ça me paraît totalement irréaliste parce qu'il faut déjà, au stade où on en est, on est très loin d'avoir financé 100% du film. Alors commencer à faire une ligne budgétaire avec du moins sur une deuxième partie de projet me paraît pas possible en vrai. Excusez-moi de ne pas aller dans le sens du producteur d'impact sur le démarrage, mais le producteur d'impact ne peut pas dire à un producteur délégué qui est en train de financer son film et qui n'a pas fini de le financer, moi, ça va d'abord te coûter tant pour que j'aille chercher de l'argent. Ça me paraît totalement impossible. Et d'ailleurs, je suis favorable au système anglo-saxon du pourcentage sur ce qui est levé. Ce qu'on pratique quand même avec certaines personnes. Donc, je ne connaissais pas la règle qui fait qu'aujourd'hui, il y a une déontologie qui voudrait que ça ne soit pas le cas, mais ça me paraît assez compliqué. Puisque nous-mêmes, les producteurs, on ne se paye que quand le film a rapporté de l'argent. Donc, on ne peut pas avoir des logiques où on dépenserait déjà pour quelque chose qui ne pourrait pas en rapporter. Excusez-moi de casser un peu l'ambiance avec cette remarque. Mais... Je pense que certains… Non, mais je pense que… C'est très bien et je pense que des producteurs se posent la question et tu leur as apporté un élément de réponse. Il y a, heureusement pour nous, des producteurs aussi qui croient très, très fort en leur film et qui sont prêts à mettre un petit billet au départ pour que nous, producteurs d'impact, on travaille sur cette première phase. Et heureusement, parce que sinon, on ne pourrait pas développer, en tous les cas, professionnaliser en France aujourd'hui le métier de producteur d'impact. Mais nous, on travaillait dans notre team avec Madeleine, hein, mais Madeleine endossait les deux casquettes, c'était ce qui facilitait les choses. Oui, mais alors, pardon, hein, je me permets d'intervenir aussi sur le sujet. Je ne doute pas que, et c'est vraiment super ce que vous avez réussi à réaliser, Valérie, et je pense que c'est tout à fait aussi le fruit de votre investissement dans le film, hein, qui a payé sur tous ces éléments-là. C'est vrai qu'il y a aussi une expertise quand même qui existe dans le fait de lever des fonds et de connaître les… Absolument. Voilà. Et donc, ça c'est vrai que c'est aussi des choses qui se payent. Mais je n'y vois pas d'inconvénient. Je dis juste que dans l'économie qui est la nôtre, quand on est en train de produire, on n'a pas fini de financer le film, on est même parfois très loin d'avoir fini de le financer, d'ouvrir une ligne budgétaire à côté sur une campagne d'impact, alors même qu'on ne connaît pas encore le résultat de l'économie elle-même du film, me paraît irréaliste. Voilà ce que je dis. Je suis absolument favorable aux gens qui cherchent des fonds, etc. Là où je suis complètement d'accord avec vous, c'est qu'en fait, je pense un sujet très clair, c'est la temporalité. C'est-à-dire, c'est vraiment de ça dont on parle, c'est-à-dire à quel moment cette question de la mise en œuvre de la campagne d'impact doit intervenir par rapport à la production du film elle-même. Et là, c'est vrai qu'il y a vraiment ce sujet-là qui compte, c'est-à-dire d'arriver à trouver la bonne articulation entre les échéances, parce que effectivement, pour que campagne d'impact il y ait, il faut à la fois une préparation amont, mais il faut surtout qu'on puisse exploiter, entre guillemets,
la vie du film et son parcours de distribution, parce que c'est ça aussi qui va légitimer le fait de dépenser de l'argent sur une campagne d'impact et de pouvoir en faire plus avec ce qui est déjà fait, rien qu'avec la diffusion et la distribution du film. Je crois que Madeleine veut dire quelque chose. Mais je lève la main. Moi, je suis assez conciliante et ça marche un peu pour l'impact. J'ai une question parce qu'en fait, on est dans une situation œuf et poule, comme Chicken and Egg, qui a créé des financements pour des films qui avaient beaucoup d'ambition, mais qui n'arrivaient pas à arriver à leur premier trailer. Voilà, c'était une situation comme ça. Bon, là, on est dans une situation œuf et poule, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des potentiels, mais on n'a pas le premier billet. Et on n'a pas toujours la chance, et là je vais la saluer quand même, d'avoir des producteurs qui investissent de leur temps et pas simplement le temps de Valérie. Je parle du temps des équipes et ce temps qui d'ailleurs aujourd'hui n'est pas particulièrement rémunéré. À chaque fois qu'il faut envoyer une copie de film pour une asso qui diffuse le film au fin fond de la Sicile et que ça rapporte 0 €, ce temps-là n'est pas rémunéré. Donc, je me tourne vers des gens comme Jérémy Chaumette qui ont des petits billets. À quel point cette logique de on fait des fonds d'amorce peut s'appliquer à l'impact et à quel point vous êtes prescripteur? Parce qu'il y a quelque chose qui est quand même très important, c'est qu'on n'a pas les réseaux. C'est-à-dire que c'est très compliqué cet effet levier. C'est très compliqué de dire ah ben j'ai eu Hawk et du coup je vais avoir machin bidule chose truc, ça marche pas. Donc est-ce que là il n'y a pas un truc à commencer à construire en se disant bah voilà, sur l'impact il y a des gens qui ont commencé à comprendre la logique et qui pourraient intervenir avec des petits montants mais qui permettent justement aux productions et aux producteurs d'impact d'engager avec un peu plus de sérénité le travail de mapping et le travail de construction de la stratégie. Pas de chance, Jérémy. Hein. On ne se connaît pas, mais… Non, il n'y a pas de souci. C'est très intéressant. C'est juste que je ne sais pas si j'ai la bonne réponse. En fait, les questions que vous vous posez, il y a aussi beaucoup d'associations qui se les posent. Et en fait, on retrouve beaucoup d'éléments qu'on va retrouver plutôt dans le milieu associatif avec lesquels on n'est plus habitué à travailler et que moi-même, je me pose parce que donc, moi, en tant que fondation, je vais chercher de l'argent tout le temps. Je n'ai pas une masse d'argent qui arrive, donc je dois aller en chercher. Donc, c'est des questions aussi que je me pose. Et notamment comment rémunérer les personnes qui sont payées chez moi pour aller chercher de l'argent. Enfin bon, c'est exactement cette question de l'œuf et de la poule. Ce qui est très compliqué, c'est en fait, il y a tout un travail. Nous, on a un réseau international où est Hawk dedans qui s'appelle Edge, où on essaie de repenser complètement le rôle des organisations philanthropiques et des fondations. Parce qu'on a de plus en plus ce genre de questions qui arrivent. Mais honnêtement, je sais, en fait, c'est comment, c'est comment on arrive à toucher un financeur dès le début et c'est ce et à le prendre dans l'émotion. Et je pense que c'est la même chose quand on produit un film, c'est comment on va réussir à même si ça ne rentre pas dans les critères d'une structure, à aller les chercher dès le début pour qu'ils nous suivent tout au long. Et donc, ça joue beaucoup sur la question de l'émotion et de croire à un projet. Donc, je ne suis pas sûr d'avoir une bonne réponse. Je suis désolé pour vous répondre. Nous, on a fait ce choix. En fait, c'est à force d'entendre des structures qui nous disaient, toutes des associatifs qui nous disaient toujours, nous, on ne finance que la fin d'un projet ou on veut financer que le résultat du projet et tous les frais de fonctionnement, on n'arrive pas à les faire financer, qu'on a fini par évoluer. En fait, c'est à force d'en l'entendre. Et je sais que les autres fondations, un peu la mouvance progressiste, si on peut utiliser comme ça, ont aussi évolué parce qu'elles avaient plein d'acteurs qui venaient expliquer ce besoin. Donc, probablement que là, qu'il y a une question d'alliance aussi entre vous et d'aller expliquer en fait quels sont vos besoins et pourquoi ça bloque à un moment donné. Et c'est un travail qui est long, mais qui marche quand on le fait collectivement. En tout cas, ça, c'est mon point de vue là-dessus. Et après, j'en profite quand même pour rebondir. Et c'est vraiment cette question, pourquoi vous et pas une association qui travaille sur le sujet sur lequel vous êtes, qui est quand même une question un peu centrale. Et il y a peut-être la question, mais ça m'y venait en parlant des consortiums. C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas être associé avec une association qui est dans le film
ou qui est lié au film pour aller chercher des fonds ensemble. Parce que, par exemple, des associations peuvent aussi aller chercher des fonds publics et que vous, derrière, enfin voilà, c'est une question qui m'est venue en parlant. C'est que moi, en tant que fondation, je ne suis pas sûr de financer. Enfin, je me dis, je vais être plus rassuré s'il y a une association qui vient, qui est experte du sujet que la société de production qui fait la campagne d'impact. Pardon, je réponds à une question par une autre. Oui, en fait, pour nous, c'est très important que le film soit un objet neutral, donc que ce n'est pas du tout lié à une certaine association, dans le contenu, aussi dans les financements. Et en fait, les impact producers, pour moi, ce sont vraiment les chefs d'orchestre pour to manage, je ne sais pas comment on dit ça en français. Pour gérer. Très bien. Pour gérer toutes les relations entre cette coalition de partenaires autour d'un film. Oui, parce qu'en fait, c'est ça, c'est que nous, on crée des coalitions autour de films et des coalitions qui sont assez larges. Donc, il faut qu'on puisse, comme dit Amy, être chef d'orchestre et c'est important d'avoir quelqu'un de neutre pour attirer le plus de partenaires possible. Oui, mais ce que souligne Jérémy, qui me semble intéressant quand même, c'est que le principe d'un consortium sur un sujet donné est assez fort justement dans la façon de rechercher des fonds, qu'ils soient publics ou privés d'ailleurs, est un élément de réassurance aussi pour la structure qui va financer le projet. Parce que effectivement, en ayant différents paramètres d'acteurs qui participent au projet, on a d'autant plus l'assurance d'atteindre ces objectifs d'impact et de pouvoir effectivement toucher un maximum de personnes avec l'œuvre ou l'ensemble de la campagne qui sera mis en œuvre. Et par ailleurs, l'autre point intéressant qui me semble aussi utile de souligner, c'est que certaines de ces associations ou de ces structures ont aussi des bases de données de donateurs qu'elles peuvent solliciter sur des projets spécifiques. Et donc, c'est vrai que de s'y associer au démarrage d'un projet en faisant quelque chose de collectif permet un effet de levier aussi sur les moyens à disposition qui peut être extrêmement utile précisément dans le démarrage du projet. Après, effectivement, on peut se poser la question de savoir comment on fait pour ne pas se sentir affilié, ce que dit Amy, c'est-à-dire comment on peut rester indépendant malgré tout. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, en tout cas sur les sujets d'environnement, c'est des pratiques qu'on voit beaucoup se développer. Je crois qu'on a perdu ça. Alors, je pense peut-être qu'on vous a perdu sur la dernière phrase. Non, juste, je disais voilà, que les consortiums d'acteurs sont un moyen de pouvoir justement faire émerger des dynamiques peut-être parfois plus facilement que quand on est tout seul ou quand le producteur d'impact a tout à faire lui-même. C'est intéressant comme piste à explorer. Alors, ceci dit, ça existe et on le fait déjà sur certaines campagnes. Peut-être que Julia Bocato pourra nous en parler tout à l'heure, par exemple avec Generation Africa, plusieurs films qui sont portés par Generation Africa, et donc il y a un consortium, comme vous dites, autour. Je rebondis sur quelque chose dont vous avez parlé tout à l'heure, Amy et Valérie. Tu parlais de diffusion. Amy, tu disais que vous aviez fait monter à bord votre diffuseur. Est-ce que ça ne serait pas une piste également que les diffuseurs, comme certains diffuseurs à l'étranger, aux États-Unis, en Angleterre, je sais que PBS, BBC, ABC Australia, NRK Norvège, investissent sur l'impact. Est-ce que les diffuseurs en France pourraient également investir sur l'impact et peut-être justement sur sur l'amorce de la campagne, puisque finalement, ils vont bénéficier de toutes les retombées, notamment du public que ça peut ramener aussi. Et vous l'évoquiez tout à l'heure, Amy, également, sur… Ouais. Alors, on n'a pas exactement la même force de frappe avec une campagne d'impact que celle des diffuseurs. Hein. En tous les cas pour la France, puisque Amy précisait que ils ont un petit diffuseur avec un public de documentaire qui est relativement mince. Nous, on a un public très large.
avec des diffuseurs qui impactent, avec des millions de spectateurs, etc. Donc, il est difficile de faire entendre que la campagne d'impact peut ramener d'autres canaux de visibilité, en tous les cas, au film. Il n'empêche que c'est vrai qu'ils n'ont pas été, je pense à France Télévisions et à Arte France ou à Arte tout court, ils n'ont pas été, ils ont mis longtemps avant d'être sensibilisés à ces questions. Ils ont eux-mêmes pas mal travaillé ces dernières années sur la question de l'impact, mais c'est vrai qu'ils n'en ont pas exactement la même traduction que nous. C'est-à-dire qu'ils souhaitent mettre à l'antenne des films qui vont impacter sur la société. Donc ça, ils le font avec des campagnes, de la visibilité, mais ce n'est pas pour faire naître, en plus du film, une campagne qui va être spécifique. C'est pour marquer les esprits avec un film coup de poing ou avec un film qui parle à l'ensemble de la société ou à des parties de celle-ci. Donc ça, c'est un peu la différence. Cependant, on peut utiliser et associer le plus possible les diffuseurs qui sont partenaires du film à l'idée qu'il y a en parallèle du film une campagne d'impact qui va nécessiter de rassembler, ce que vous disiez, le consortium, parce que je leur précise pour Jérémy, nous, on n'a pas vocation à produire les campagnes d'impact. Et d'ailleurs, on ne les produit pas. On les initie et ensuite, on crée une association, en tout cas, c'est ce qu'on a fait avec Numbers into Names, qui, elle, porte la campagne d'impact et qui s'associe à d'autres associations. Je fais la précision parce que nous, il n'y a pas que Hawk qui a apporté. Hawk a apporté du cash. Mais une campagne d'impact, ce n'est pas que du cash. On a évidemment le soutien d'SOS Méditerranée et d'une dizaine d'autres organisations qui soutiennent le film. Et en contrepartie, et la campagne. En contrepartie, je transmets le film dans des canaux de diffusion qui servent aux propos de SOS Méditerranée, de la CIMAD, etc. Donc, on a un échange de bonne volonté et un échange qui est constructif dans ce sens-là. Donc, une campagne d'impact, c'est réunir des gens. Certains peuvent mettre de l'argent, d'autres vont mettre des moyens, d'autres vont mettre à disposition leurs réseaux sociaux, d'autres XY. Le diffuseur, lui, il peut aussi parfois créer une avant-première. Je me rappelle qu'Arte France, nous, sur 387, avait fait une avant-première au Musée de l'Homme qu'on avait totalement dédiée aux partenaires ONG et associations. C'est-à-dire qu'on n'avait pas fait notre première. On avait beaucoup de premières, donc on avait l'occasion d'en faire ailleurs. Mais on avait utilisé au Musée de l'Homme cette projection pour réunir les gens de la CIMAD, des SOS, de trucs, de bidules, un ancien ministre. Ce qui nous a permis de constituer un réseau. Ce réseau-là nous a donné des généreux donateurs, puisqu'il y a eu des donateurs privés aussi sur cette campagne, mais aussi un réseau de gens qui ont ensuite multidiffusé la campagne et ont été des relais pour la financer. Donc évidemment, moi, ça m'intéresse que la CIMAD nous fasse bénéficier de ces fiches et de ces contacts pour qu'on relaie notre demande d'argent pour financer la campagne. Et tout ça, ça avait été organisé par Arte France dans le cadre d'un événement spécial. Et donc, c'est comme ça qu'on associe progressivement, je trouve, les diffuseurs à nos campagnes d'impact. C'est de profiter de pour le coup, leur carnet d'adresses, la location d'un bel endroit, d'une belle salle, dans un beau musée, pour venir avec le film et donc rassembler des gens qui pourraient soutenir la campagne. Mais je pense qu'il y a des diffuseurs qui s'intéressent et qui ont conscience aussi des retombées intéressantes pour eux. Et bien évidemment, ils ont déjà leur public, sauf qu'avec un film d'impact, avec une campagne d'impact, on est susceptible d'aller aussi chercher de nouveaux publics. C'est pas si simple pour l'avoir expérimenté. Donc, on a voulu mettre Numbers into Names sur le truc d'Arte, l'Instagram, le machin. Ça n'a pas du tout été simple. C'est pour ça que je suis prudente là-dessus. Et je dis que là où on peut prendre quelque chose, une projection, une avant-première organisée, etc., même si là, quelques mois après, Arte France est plus intéressé à ce qu'on faisait, a trouvé ça assez surprenant, etc. Mais c'est vrai que c'est pas si simple parce qu'il sort de son rôle aussi et parfois c'est plus compliqué. Il souhaite mettre en avant la diffusion du film ou son replay, mais aller associer une campagne d'impact et associer le nom de la chaîne, pour les grandes chaînes publiques, c'est plus compliqué. Mais c'est une piste. C'est une piste et il y a des discussions en cours. Donc il y a un intérêt. Je pense qu'il ne faut pas il faut laisser les horizons très ouverts. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'intérêt, je dis qu'il y en avait un, mais c'est plus difficile à mettre en œuvre. Amy a l'air d'avoir une meilleure expérience que nous. Et en fait, je crois que même si notre chaîne publique en Belgique, en Flandre, est petite, je crois que toutes les chaînes, ils doivent faire attention à comment garder leur public et de ne pas les perdre aux streamers.
Et donc, en fait, chez nous, ça c'est la motivation de la chaîne, c'est de vraiment croire à cette idée de tous ensemble travailler à sauvegarder ce public pour le local content, pour les films qui sont produits chez nous. Voilà, donc ça c'est aussi une grande motivation de notre chaîne. Non, mais je pense qu'après, les choses évoluent très vite sur l'impact et je pense que demain, peut-être qu'Adidja, avec le projet qu'elle développe, il y aura un soutien du diffuseur qui sera plus investi parce que aussi, ça fait 3 ans qu'on parle de l'impact, qu'on a fait des réunions un peu partout et donc finalement tout ça monte en puissance. Donc moi je suis tout à fait optimiste. Je dis juste que s'il donne peu, il faut le prendre et puis s'il donne beaucoup, tant mieux. Bien sûr. Mais si on peut leur donner envie aussi, je crois qu'il faut le faire. Et alors, je ne pense pas qu'on ait manqué de le faire. En fait, notre chaîne, il voit aussi l'intérêt de faire parler de certains thèmes déjà dans la société avant que le film vienne à la télévision. Hein? Parce qu'il y a d'abord, bien sûr, la sortie en salle ou des séances événementielles par lesquelles on crée déjà aussi de la presse et des discours en fait dans la société sur les médias sociaux. Et pour eux, c'est très important que certains sujets vivent déjà avant que le film, comme ça, le film a son potentiel maximum sur la chaîne pour le grand public en fait. Alors, je vois qu'il est bientôt l'heure. On va quand même laisser la place à quelques questions, mais alors je voudrais refaire un petit point d'ensemble pour que nos auditeurs s'y retrouvent et nos spectateurs s'y retrouvent. Donc, si on veut financer aujourd'hui sa campagne d'impact en France, il y a différentes possibilités. Il y a des fondations qui financent. On peut essayer d'entrer dans des programmes internationaux qui vont faire du matching et qui vont nous permettre d'accéder aussi à des financements. On n'a pas parlé des fonds internationaux, justement, des fonds dédiés à l'impact, genre Sundance, Doc Society. Est-ce que, Valérie, Amy, est-ce que vous avez déjà approché ces fonds, essayé ces fonds? Comment on fait pour décrocher ces fonds-là? Le mieux, c'est quand même quand on est américain. C'est quand même plus simple. Ça simplifie tout de suite quand même la candidature, me semble-t-il, Amy. Hein. Non, l'accès à ces fonds quand on est européen, alors européen francophone, alors toi tu n'es pas francophone, mais c'est quand même sévère. Hein. Il y a une difficulté immédiate à les obtenir parce qu'ils ont aussi beaucoup de réalisateurs qui mènent en parallèle de leurs films des campagnes d'impact et ils n'ont pas non plus des fonds, ils n'en ont pas non plus une quantité de dingue. Hein. Donc voilà, on peut en bénéficier. On a bénéficié du support de Doc Society et Amy et nous par le biais du Good Pitch, puisque le Good Pitch, ce n'est pas d'un financement direct, mais c'est un financement indirect très fort, puisque toutes les sessions sont prises en charge financièrement. On fait des rencontres, voilà. On a un soutien après pour le transfert des fonds. Enfin, donc c'est un soutien réel. Donc sur Doc Society, oui. Sur les fonds américains, je dirais sur les campagnes d'impact, on peut avoir des fonds américains sur nos films. Sur les campagnes d'impact, ça me paraît assez complexe. Je pense qu'on a intérêt d'essayer d'inventer des fonds chez nous, parce qu'avant qu'on y ait accès, ça me paraît un peu loin. On y travaille, on y travaille. Si tu veux, je dis juste que c'est beaucoup de travail. Je dis juste que ça me paraît évident que c'est un travail à faire au départ par les producteurs, parce que quand les producteurs n'ont pas bien financé leur film, ils ne peuvent pas se permettre de sortir d'autres argent. Après, je trouve que c'est normal qu'il y ait un impact producteur, mais comme Sarah le rappelait, dans quel timing, et à mon avis, ça ne peut pas être au point de départ. Je pense que nous, on a une force de frappe quand on est producteur, c'est le projet du film. On va défendre le projet du film dans le monde entier. Donc, en le défendant, on trouve d'autres pistes de financement. Ces autres pistes de financement, on les fait basculer du côté de la campagne d'impact et ensuite à d'autres de prendre le relais et de travailler dessus. Quand on n'a pas le quart du début d'une piste de financement, on ne le fait pas. Voilà. C'est un petit peu ça ma leçon à donner. Donc, si j'en ai une à donner, enfin, si vous avez envie de m'écouter, mais honnêtement, je pense qu'il faut quand même avoir vraiment
des pistes et être sûr que la campagne d'impact est aussi une vraie campagne. C'est-à-dire que si c'est juste pour avoir un thème qui accompagne un film, je veux dire, plein d'autres ont les mêmes films ou des films mieux. Il faut que la campagne, elle soit aussi extrêmement réfléchie sur elle doit impacter où et quand. On peut aussi s'interroger sur est-ce que c'est bien parfois d'imaginer une campagne d'impact alors que simplement le film, si on le confie à une ONG déjà existante qui se bat finalement pour le même combat qu'on veut faire, eh bien, lui confier le film pour qu'elle se serve du film pour elle-même aller récolter plus de fonds encore est aussi pertinent que d'inventer une campagne nous-mêmes. Donc, l'idée d'associer à tous les films une campagne d'impact, etc., n'a pas forcément de sens. Donc, je ne décourage personne. Je dis juste, tous les films ne peuvent pas avoir de campagne d'impact. Réfléchissez bien comment la financer. À mon avis, il y a des étapes qui sont fondamentales. Et à partir du moment où tout ça est en place, on peut ensuite avoir une mécanique qui va être une mécanique fructueuse. Dans le cas inverse fait qu'on ne l'aura pas. Voilà. Et c'est tout. Pour aller dans le sens de Valérie, mais sans décourager personne aussi, effectivement, c'est vrai que… Ah mince, je pensais vous poser la question et je pensais que vous alliez nous dire qu'en effet, on pouvait et qu'il y avait des moyens de financer les campagnes que vous en aviez trouvé. Je pense que tout est affaire de temps. C'est-à-dire que le métier de producteur d'impact autour des films est un métier très très jeune, particulièrement en France, pour des économies dont on sait qu'elles sont fragiles. Donc voilà, il faut ne pas mettre la charrue avant les bœufs, trouver effectivement un équilibre progressif dans la façon dont, sur certains films et pour certains sujets, effectivement, des campagnes d'impact ont un sens et peuvent permettre de se mobiliser, de mobiliser des ressources privées ou publiques supplémentaires par rapport à la fabrication même du film. Mais en effet, de se dire que ça va devenir demain l'alpha et l'oméga de tous les documentaires, ce serait faux de le dire et ce serait évidemment pas du tout l'objet de cet échange. En revanche, je pense que voilà, comme tout nouveau métier, c'est un métier qui cherche encore un peu ses marques, qui va devoir se professionnaliser, y compris dans le fait de dire oui ou non, ce film ou ce sujet mérite de pouvoir être transformé en une campagne d'impact et selon quelle modalité, avec quel type de partenaires. Et ça va être une compétence et des expertises qui vont se développer au fur et à mesure que ce sujet-là prend de l'importance. Mais on est encore au tout début de ce type de démarrage, en tout cas en France. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut quand même souligner. Bien sûr, mais je crois que personne, enfin en tous les cas, pas les gens qui travaillent sur l'impact comme nous depuis quelques années, ne diront que tous les films documentaires doivent faire une campagne d'impact et que l'impact, c'est l'alpha et l'oméga du documentaire. Pas du tout. Et c'est très bien, il y a certains films, je pense que ça vient, et vous le savez mieux que tout le monde, Valérie et Madeleine, que ça vient, et Émy bien évidemment, que ça vient aussi d'abord d'une envie vraiment d'emmener son film plus loin. Voilà. Émy, oui. Et puis après, on va prendre quelques questions. Oui, moi je veux ajouter qu'il ne faut pas sous-estimer non plus le pouvoir, l'expertise du réalisateur ou de la réalisatrice, qui investit quand même facilement 5 ans dans une certaine réalité très très pointue où il y a beaucoup d'NGO qui ne sont pas vraiment intéressés à savoir la réalité grassroots. Et ensuite, la valeur des personnages, donc de la communauté sur laquelle on fait un film, qui est aussi une valeur extraordinaire que nous, que les réalisateurs, ils ont des connaissances que souvent les NGO n'ont pas. Donc moi, je ne suis pas du tout d'accord que une certaine NGO peut facilement faire une campagne avec le même but. Souvent, c'est au contraire même que certains buts ne sont pas vus par les NGO parce que ce n'est que les gens grassroots qui voient ce dont ils ont besoin. Et en fait, et voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très unique à ce métier de produire des films, de réaliser des films. Et puis après, je voudrais dire une dernière petite chose sur, mais je me sens obligée de défendre ma profession, mais sur l'utilité des producteurs d'impact, c'est que, et vous le savez aussi très bien, c'est beaucoup de boulot, une campagne d'impact. Et un producteur et un réalisateur, une productrice, une réalisatrice, ils ont déjà beaucoup à faire
avec leur film, ils sont déjà investis à 100% dans un film. Et quand la campagne d'impact dure assez longtemps, quand elle dure plus d'un an, par exemple, certains réalisateurs vont passer, les réalisateurs vont pas tous passer 1 an ou 2 ans sur une campagne, voire 3 ans. Il y a des campagnes qui durent plus longtemps. Ils ont besoin de quelqu'un pour d'abord avoir un regard extérieur et pour pouvoir aussi porter la campagne sur le long terme, parce que les producteurs et les réalisateurs passent aussi à d'autres projets. Voilà, je pense qu'il y a aussi, au-delà de l'expertise, de l'investissement et de l'engagement des producteurs d'impact, puisque faire de l'impact, c'est de l'activisme avant toute chose. Je pense qu'on le fait. Oui, mais Khadija, nous, on ne remet pas du tout en cause le travail de l'impact producing. Hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il ne faut pas se sentir en défense sur ce point. Il se trouve que dans l'expérience d'Emmy et dans la nôtre, à la fois pour Kakuma et pour numéro 387, les réalisateurs ont été plus qu'impliqués dans la naissance de la campagne d'impact. Et les productrices ont été extrêmement impliquées dans les financements. Il se trouve que nous-mêmes, nous avons fait le travail, on l'a défriché. On l'a défriché d'ailleurs avant même qu'il existe des producteurs d'impact sur nos territoires. Donc, on est vraiment là pour le coup, Émilie et moi, des défricheuses de tout ça. Moi, j'arrive après elle, parce qu'en plus, elle a été ma tutrice à Good Pitch. Nous, et Madeleine est devenue l'impact producer de la campagne Number 2 Names. Il y avait une vraie cohérence à tout ça. C'est très bien qu'aujourd'hui, il y ait des gens qui deviennent impact producers, mais nous, cependant, ça n'existait pas. Donc, on a fait ce boulot-là et je pense qu'on l'a défriché aussi pour que vous deveniez impact producer. Donc, c'est intéressant et ça va se nourrir. Aujourd'hui, c'est plus simple qu'il y ait des impact producers et qu'ils fassent le relais et qu'effectivement, les réalisateurs qui ne vont pas encore passer encore 1 an sur leur campagne parce qu'ils ont d'autres films à faire passent à autre chose, etc. Donc, tout ça est né d'un tâtonnement de terrain qui est plutôt réjouissant. Il n'empêche, et je maintiens quand même cette position qui est une position d'analyse financière de la question, parce qu'on peut théoriser sur l'impact, on peut théoriser sur le fait que la campagne peut être belle, il faut qu'elle puisse trouver des moyens pour exister. Et donc ça, en revanche, c'est aussi de la responsabilité du producteur délégué qui a fait le film, de savoir comment, à un moment, il va confier ou pas une part de budget de ses propres fonds, pas du film, pour alimenter ça, et donc à quel moment, dans quel timing, et comment ça peut être vertueux. Je maintiens que moi, je pense qu'il faut être sur du pourcentage moi, je ne suis pas très favorable à la mission, je suis favorable au pourcentage sur les montants levés. Donc, je découvert aujourd'hui que visiblement, ce n'était pas la pratique, mais en tous les cas, ça sera la nôtre de pratique à Little Big Story, parce que ça me paraît être le truc le plus pertinent. Nous, on a fonctionné comme ça aussi. Une fois qu'on a eu de l'argent levé, on en a attribué une part à l'impact producing, enfin, au travail d'impact producer. C'est pertinent pour vous. Je pense que ça sera en discussion et je pense que aussi c'est à chaque producteur de savoir. Oui, mais c'est parce que ça permet d'avoir une évaluation qui est beaucoup plus simple et surtout, il me semble, d'être plus juste dans la rémunération aussi. Si on lève beaucoup, on gagne beaucoup. Oui, c'est une chose, mais ça demande un travail et voilà. Et pour faire ce travail, on ne peut pas le faire non plus complètement. Non, mais moi, je ne veux pas faire un débat qui remettrait en cause le travail. Je redis juste qu'on est dans une économie émergente et cette économie émergente n'a pas de financement en France, en fait. Tout à l'heure, tu rappelais quels étaient les financements. Tu disais, il y a des financements privés, il y en a très peu. On voit, Jérémy est plus sur du financement au départ de film. Il met le billet sur le film pour que le film existe. Donc, on n'est pas encore sur les financements de campagne. Donc, on voit bien que ces financements-là, ce billet-là qui commence à exister en Flandre, n'existe pas encore chez nous. C'est bien le souci. Et l'action collective va, j'espère, permettre de faire naître ces premiers financements qui vont permettre de réunir suffisamment de fonds pour que l'Impact Producer aille chercher les fonds. C'est ce à quoi l'Impact Social Club va travailler, en tous les cas. Oui, mais ça n'existe pas en vrai. Je te reprends la parole, Valérie, parce que je vois que Anne Berthollet a des questions et on termine dans 1 minute. Anne? Oui, bonjour, merci beaucoup pour cette discussion. Je me présente juste rapidement. Donc, je suis Anna et je suis vendeuse basée en Suisse romande de la structure Light Docs qui est spécialisée dans le documentaire de création. Et donc, on a également, comme tu le sais, Khadija, l'ambition de d'accompagner les films qui ont une stratégie d'impact dans la distribution.
Et j'ai deux questions en fait ensuite de cette discussion. La première, c'est plutôt pour Valérie. Je suis curieuse de savoir si vous avez eu moyen de mesurer, de monitorer les résultats de l'impact, de la campagne d'impact. Je comprends, j'entends que ça a été énormément de travail, du temps, d'énergie investi. Je me demande si aujourd'hui on a vraiment des moyens réels pour savoir si ça a eu un réel impact. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, c'est plutôt pour Sarah ou Amy, à savoir, est-ce qu'il est possible de financer une campagne d'impact sur un film qui est déjà fini? Je m'explique, il nous arrive de temps en temps qu'on arrive des projets, on se rend compte qu'effectivement, il y a un potentiel de faire quelque chose. Mais du coup, ça serait un peu à nous à aller chercher les moyens pour la créer. Et le film est pratiquement déjà terminé. Merci. Désolée. C'est Madeleine qui va répondre plutôt parce que la campagne, nous, elle est en grande partie financée, mais l'expérience Covid nous a empêché de mettre en œuvre puisque c'est en Afrique. On a été bloqué en mars 2020 et donc tout ce qui était prévu en mise en place en septembre n'a pas pu être fait. Donc Madeleine t'en dit deux mots et ça va être mis en œuvre à l'automne prochain. Bon, donc on n'a pas encore l'impact de l'impact. Madeleine, juste avant que tu ne prennes la parole, je crois que Sarah doit nous quitter. Est-ce que vous voulez… Oui, voilà, je voulais juste m'excuser, mais là, c'est un autre rendez-vous qui démarre. Donc, merci à tous pour vos questions. Et Anna, je serais ravie d'y répondre peut-être par mail. Vous pourriez m'envoyer un mail à ce sujet si vous voulez. Je vais laisser mon mail dans le chat pour tout le monde. C'est parfait. Je répondrai bien volontiers. Je suis vraiment désolée, navrée de vous quitter comme ça, mais hélas, je suis attendue. Pas de souci. Bonne soirée à tous. Au revoir. Alors j'y vais, Anna, bonsoir. Donc effectivement, la campagne, elle est en cours. Dans le budget de la campagne, il y a une ligne qui prévoit son évaluation. Pour être tout à fait transparente, là aussi, on tâtonne. Comment on évalue, on ne sait pas. On ne sait pas encore exactement. Comment dire ? Donc, effectivement, il y a la question de la pandémie, etc. Ce qu'il y a de particulier, c'est que la campagne va déclencher de nouveaux contenus, puisqu'en amenant le film en Afrique auprès des familles de disparus, on va créer des cahiers de doléances vidéo avec les familles qui vont donc constituer des petits clips d'impact plus faciles à faire circuler. Donc là, s'ouvre un champ sur lequel j'ai pas encore la main, personne ne l'a. On est hyper conscient que c'est la clé pour avancer par la suite. Amy a rappelé la pertinence d'avoir eu pour elle le case study de Kakuma avec lequel se promenait partout pour dire voilà ce qu'on peut faire, voilà ce que ça a produit, voilà on a fait cette application pour les enfants qui étaient coupés de leur famille, etc. Nous, tant qu'on n'a pas notre case study, et c'est là où c'est rigolo de se parler, c'est qu'on a fait plein de choses, mais on est encore au milieu du chemin. Et donc, je pense qu'on sera beaucoup plus convaincant et aussi beaucoup plus convaincant à l'égard des bailleurs quand on pourra tenir le même discours qu'Amy, que ce soit vis-à-vis des publics ou des fondations. Là, on fonctionne, oui, au cœur, pour reprendre ce que vous disiez, Jérémy. On fonctionne c'est de la confiance aussi. Hein. Non, je crois qu'on va terminer cette discussion passionnante. J'espère qu'elle aura été instructive. Il y a une question qu'on n'a pas abordée, mais je pense que ça pourra faire l'objet d'un prochain webinaire. C'est est-ce qu'on peut financer éthique l'impact et comment est-ce qu'on évite le greenwashing? Je pense que ça méritera un rendez-vous expert parce que c'est également une question qui se pose beaucoup. Voilà. Eh bien, c'est fini pour ce premier webinaire. Je voudrais remercier tous nos participants, remercier nos partenaires, le Sunnyside et Filmpact. Le webinaire sera rediffusé sur la chaîne du Sunnyside et puis ce sera également en ligne sur YouTube à terme. Ce qu'on peut vous dire, c'est que voilà, avec l'Impact Social Club, on va vraiment essayer de travailler à développer cette filière en France, de trouver des fonds, de créer éventuellement des fonds et puis d'enrichir la discussion. Et puis on espère que vous nous rejoignerez puisque c'est une association. Vous pouvez y adhérer et plus on sera
plus on sera nombreux pour réfléchir et plus de poids et plus de force on aura. Voilà.